Les dragons célestes ne sont pas tous des empotés. C'est exactement ce que nous apprend ce chapitre exceptionnel. Les dieux de la Terre Sainte viennent de se dévoiler. Tout montre qu'ils ne sont pas des êtres normaux. Ce sont des politiciens et des guerriers. Et à tout ça, il faut rajouter que ce ne sont pas que des saints, mais aussi des dieux, au même titre Kim-sama, qui lui vient d'ordonner la destruction de Lulusia avec une arme de Vegapunk. Et oui, les Nakama, ici, nos théories se confirment les unes après les autres. Mais celui qui a échappé à toutes les prédictions, c'est lui, l'ancien roi de God Valley et ancêtre de Shanks, Garling Firland. Et bienvenue sur Rafté les Accords One Piece. Et là, donc avant de commencer, on va faire un petit point parce que comme vous l'avez vu, ce chapitre, il est incroyable, il est exceptionnel. Oda, il a tout mis là dans ce chapitre juste avant sa pause de 4 semaines. Donc ça va être hyper long effectivement. Donc c'est pour ça, je pense qu'il a essayé de combler un peu ce... Ah oui, tu pleurais. Oui, moi aussi je pleure. T'as pas compris que je pleurais? Je pensais que tu reniflais, je me dis, bon, c'est malade. C'est fou, oui, mais non. Non, c'est vrai que là, pour le coup, on a tous eu le pincement au cœur 4 semaines. Et on s'est demandé, oui, Oda va faire une opération des yeux, mais c'est quelque chose qui se prévoit quand même à l'avance. Est-ce que c'est pas non plus une pause parce qu'il est assez fatigué? On sait qu'il est surmené, il fume énormément, il dort que 4 heures par jour, si je ne me trompe pas. Moi, c'est 5-6 heures, donc à un certain moment, 4 heures, c'est impossible. C'est fou de dormir 4 heures par jour. Et là, est-ce que c'est pas un petit peu pour se dire, ah tiens, on va le laisser se reposer, et après, il revient, et donc on recommence en fait une autre partie de la saga finale qui va être encore mieux, ou alors qui change totalement. Ça peut être intéressant. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas, parce que pendant cette longue pause, on sera là. Et d'ailleurs, le What If qui devait sortir déjà la semaine dernière, il va sortir très bientôt. On a dû décaler encore une fois parce que cette review, elle est immense. Énorme. Il y a énormément de choses à dire. Je pense que même vous l'avez remarqué, le chapitre, à chaque fois, on arrive à la fin de page, je fais, ah, c'est la fin du chapitre. Ah bah non, c'est pas la fin du chapitre, il y a encore quelque chose. Oh, waouh, quoi. Voilà, ça a été ça pendant tout le long. D'ailleurs, la réaction live, elle est sur YouTube, elle est sur une autre chaîne et le lien est en commentaire. Si vous avez envie de l'aller la voir, allez-y, elle est exceptionnelle. Du coup, on fait aussi un petit point sur l'Octel de la deuxième chaîne. C'est-à-dire que maintenant, elle va être consacrée uniquement donc aux vidéos réactions, donc ça va être un peu du spoil, donc si vous aimez ça, donc n'hésitez pas à aller dessus. Par contre, si vous n'êtes pas, effectivement, évitez. N'y allez pas. Le jeu concours est toujours en cours sur... Oui, j'arrête pas de dire cette phrase. Sur la vidéo top de la semaine dernière, c'est le top des 10. Et allez-y, il n'y a pas de spoil, les spoils sont signalés en tout cas. Et vous avez 3 figurines à gagner, donc celle de Luffy que vous voyez juste ici, celle de Sanji. Et celle de Crocodile. Exactement. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. One Piece fait la couverture de Shonen Jump cette semaine et franchement c'est assez intéressant, le truc rend super bien, on a Luffy au milieu, Garp sur le côté et Kobe en bas. En gros c'est un peu les deux héritiers actuels de Garp et ça fait plaisir de les voir comme ça. Mais c'est pas du tout un clin d'œil au chapitre étant donné qu'ils ne sont pas dans le chapitre. Oda a tellement de choses en attente actuellement, tellement de choses dont on a envie de voir le dénouement mais qui en même temps, si on ne le voit pas, c'est pas très grave parce que les chapitres actuels sont tellement violents et tellement intéressants qu'on ne sait plus où donner de la tête. Clairement, on ne sait plus où donner de la tête. Et ça, c'est une violence. Je viens d'avoir peur, j'ai regardé derrière la caméra parce que j'ai cru que c'était un opossum. Je me dis, un opossum dans cette maison? J'ai eu la même réaction du coup. C'est le jouet de Goldie, vous inquiétez pas. On va le prendre, on va le montrer. Ouais, il ressemble plus à rien. Ou un rat. Je vais pas appuyer dessus parce qu'il fait du bruit, mais si j'appuie, elle va débouler. Ah oui, c'est vrai. On sera pas tranquille pour la review. Voilà. Voilà, un petit opossum. Mais du coup, on peut aussi dire que c'est un peu un clin d'œil pour dire, n'oubliez pas ces personnages. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Luffy là au milieu, mais il existe toujours. Et la page couleur, elle est assez sympathique également, mais elle ne cache pas grand chose. En gros, on a les Mugiwara qui jouent après la pluie, donc on est en plein été, ça c'est certain. Il y a un arc-en-ciel, on voit le reflet. Seule chose qu'on a notée, en fait, il y a 2 choses à noter, c'est la première. Luffy est dans le ciel et il joue le rôle du soleil tout simplement. Vous savez très bien que pour un arc-en-ciel, il faut de la pluie et le soleil. Il faut aussi noter que Jinbei et Zoro sont manquants et là ils ont été remplacés par un chat et une grenouille. Donc la grenouille c'est aussi un peu relatif au temps de pluie et le chat, pourquoi pas représenter Zoro. Il y a Goldie qui aboie, je sais pas si vous l'entendez mais... Goldie, tu viens? Viens. Bon, elle a pas du tout arrêté hein. Ne me mords pas. En tout cas, on passe au gros du chapitre. Première page du chapitre. Marie-Jo est en émoi. La rêverie vient à peine de se finir. Pourtant, des représentants d'un certain royaume refusent de partir. Ce sont les hommes d'Alabasta. Igaram cherche désespérément Vivi, arrêtant tout passant à sa portée. Alors que chacun lui, il s'énerve sur les gardes. Il veut savoir où est son roi. Pell, quant à lui, il survole le château. Il essaye de repérer ses souverains. Mais malheureusement, il n'y arrive pas. L'ensemble des rois et reines prennent le chemin de leur bateau. Mais sur certains de leurs navires, des clandestins sont présents. Wapol et Vivi sont sur le navire d'Aegis. Le roi est actuellement en communication avec Morgan et le journaliste lui propose un plan. Il va s'approcher
chercher pour une interview et eux, ils vont sauter directement dans sa montgolfière. Vivi, elle, tout ce qu'elle veut, c'est entrer en contact avec son pays, mais surtout avec son père. Mais Wapol le lui interdit. Il lui dit même de rentrer chez elle et qu'il ne lui dira rien de plus. Sur Redline, les membres du CP0 aussi recherchent Vivi, y compris Spandane. Bonnet, quant à elle, elle est sur le navire du royaume de Tajin et elle se rapproche de Vegapunk. Alors que Sabo est dans la cale du navire de Luluzia, il saigne abondamment. Mais il doit survivre. Il est le seul qui est au courant de l'existence d'Imu selon lui. Et il a aussi les paroles de Cobra à transmettre. La situation elle est critique. Là, franchement, personne peut se le cacher. Tout simplement parce qu'on est sur un truc qui nous prend en tripes. On a tout le royaume d'Alabasta, tous les représentants qui sont en train de chercher leur roi et leur princesse et qui sont totalement désemparés. On sait qu'ils savent que Cobra a retrouvé le Gorosei, mais ils ne savent pas dans quel état il est. Ils ne savent pas qu'il est mort. Et pire, Vivi aussi a disparu alors qu'elle n'était même pas là, elle n'était même pas avec Cobra. Donc que se passe-t-il? C'est la seule chose qu'ils peuvent se poser comme question. Shaka, ça se voit que lui, il est très attaché au roi Cobra. Et là, il est en train d'essayer de menacer pour dire « Mais où est mon roi? Il est malade en plus !» On a Igaram qui, lui, comme d'habitude, en fait, il est désemparé, il sait pas quoi faire, il monte la photo de Vivi partout parce qu'il en a deux sur lui, comme d'habitude. Et il est là, et comme il a peur, en fait, que les événements avec le Baroque War se reproduisent à nouveau. Et cette fois, il n'y a pas Luffy pour sauver tout le monde. Et enfin, on a Pell. Ça me fait le plus mal, en fait. Parce que Pell, lui, il a disparu, il est revenu, mais en même temps, il y a un sentiment d'attachement entre Pell et Vivi, un énorme sentiment d'attachement. À chaque fois quand Vivi était petite, elle montait sur les ailes de Pell pour aller dans le ciel. Et là, Pell, il est en train d'utiliser les mêmes ailes pour survoler Marie-Joie. D'ailleurs, je sais même pas si c'est autorisé. Je pense que les drones sont pas autorisés là-bas. Je vois pas pourquoi un Zoan qui vole est autorisé à Marie-Joie. Mais il est en train de survoler les lieux, en train de chercher sa princesse et son roi. Et ça, c'est d'une violence énorme. Il faut aussi rajouter qu'on a Wapol et Vivi qui sont tous les deux dans le navire d'Eagis. Et là, on se pose quelques petites questions. Eagis, dans la mythologie, c'est le bouclier d'Athéna, l'égide. Il a une autre signification dans One Piece. Le CP0 s'appelle CP0 Eagis. C'est un lien avec... Est-ce que Oda a juste voulu faire un petit jeu de mots et puis voilà? On pense pas forcément. Rappelez-vous, le Cypher Pearl est élevé à un certain endroit, avec la tour en fait qu'on reconnaît tous. Mais cette tour, on n'a jamais su dans quel pays c'était. Et si c'était dans le pays d'Eagis? Et si en fait le Cypher Pearl a toujours été élevé, éduqué, ils ont grandi dans ce royaume-là. Ce serait vraiment intéressant et ça rajouterait une pierre à l'édifice. D'ailleurs, on remarque une petite chose, c'est que ce navire ressemble beaucoup au navire qui a conduit Saint-Jalmac. Souvenez-vous, à l'époque, c'est celui qui avait tiré sur Sabo, donc cet horrible personnage. Oui, c'était dans le flashback de Luffy. De Luffy, exactement. Donc là, ça pourrait dire qu'effectivement, c'est le type de navire qu'utilise le Cypher Pearl s'ils viennent de là-bas. On s'attendait également à ce qu'il y ait peut-être une rencontre entre Sabo et Saint-Jalmac et qu'il y ait une petite connexion, je sais pas, enfin quelque chose qui te dise « mais oh, c'est Catrice, c'est Voldemort !» Mais non, il n'y a rien eu, mais bon, peut-être que ça arrivera plus tard, c'est peut-être pas prévu pour maintenant. Imaginez Saint-Jalmac dans Les Cavaliers Divins. Ce serait fou parce que le mec il avait l'air bien gras et pas très fort, il utilisait un bazooka, il n'était pas très intéressant. Pur fruit de la consanguinité d'ailleurs. Mais et s'il s'était entraîné pendant des années? Et si jamais il s'était dit oh, waouh, moi je veux être The Rock? Et donc il aurait intégré les Cavaliers Célestes et un jour on a un combat entre Saint-Jalmac et Sabo. Ça pourrait être intéressant mais en soi on y pense pas trop. Après, rien n'est impossible, surtout dans One Piece. Et Spandame est là, perso, j'ai sauté de joie. Franchement, c'est pas que j'aime le personnage, je pense que personne dans l'univers de One Piece, ni les gens qui regardent One Piece, aiment Spandame. Le mec, il a fait trop de mal pour dire que on peut l'aimer. Mais on peut le trouver drôle, on peut aimer un petit peu ses apparitions, et là, c'est le cas. J'aime bien le revoir. Le mec, il est relégué, en fait, on le voit à un CP0 lambda. C'est un mec, en fait, qui fait la basse besogne. Là, il est en train de chercher un peu partout. Avez-vous vu ce petit gars qui s'appelle Sabo, pas très gentil, mais ça fait plaisir de le voir. Il va rien faire en vrai, le personnage il va plus servir à grand chose. Nous on aurait juste aimé que Sabo le boxe, mais ça c'est pas fait. Bonnet, elle a réussi à monter sur un navire qui mène vers la seule île qui a un nom de repas, en tout cas la seule île connue. Voilà, ça correspond totalement à Bonnet. L'île de Tajin. Voilà, l'île de Tajin, peut-être qu'ils font des tagines, peut-être que c'est un peu plus oriental, pourquoi pas, ça serait sympa. Et si ça se trouve, on va faire comme d'habitude, que la voir manger tout le temps. Voilà, c'est... En tout cas, c'est un bateau qui va en direction ou à proximité d'Aged, puisque c'est son objectif, aller à Aged, et d'ailleurs on l'a vu après, donc elle y est arrivée. D'ailleurs son flashback, le flashback de Kuma se fait attendre. Et enfin, le grand Sabo est dans un état catastrophique, il est vraiment très mal en point, ça se voit. Il a été transpercé après tout. Voilà, il a été transpercé, moi honnêtement, à sa place, je pourrais plus bouger, j'aurais plus la force de parler, mais lui, il y tient, voilà, il essaye vraiment de rester, il a des choses à accomplir, il va tout faire pour, ça se voit. Petite chose qui nous a un petit peu gêné, voire intrigué, pas tellement gêné, il y a une explication qu'on donnera. Le mec, il veut donner une information à Vivi, il veut dire à Vivi qu'elle aussi partage le dit comme Luffy. Pourtant, au lieu d'aller
aller dans des navires d'Alabasta où il pourrait éventuellement être en sécurité et raconter toute la vérité aux gardes et à Vivi, parce qu'il sait pas que Vivi a été enlevée, il sait pas que Vivi est en train de fuir. Et ben il l'a pas fait. Il est pas parti chercher en fait ce bateau, mais il est rentré dans un bateau, il savait que c'était Lulusia, parce qu'il a lu sur la voile sans doute, mais en tout cas il le savait, et il disait que là-bas il serait en sécurité, il pourrait en fait sans doute y aller tranquillement, fuir. Nous, on aurait essayé d'aller vers celui d'Alabasta. Mais peut-être que celui d'Alabasta était un peu trop loin. Et donc sur les quais, il a vu le premier bateau qui passait, il est rentré dedans. Le chapitre se dirige vers le centre du pouvoir, là où les 5 anciens se réunissent. Tous sont en train de discuter des soucis de cette rêverie, de ce fameux sabot qui aurait tout vu et qui s'est échappé. Pour eux, il a aussi un destin chargé. Nul autre n'a autant été entouré de dits dans sa vie. Saturne prend ensuite la parole et annonce qu'il est temps de s'occuper d'Egghead. Mais le Denden Mushi se met à sonner et c'est Im-sama qui parle. Leur chef parle de l'arme créée par Vegapunk, la Mover Flame, et Imu souhaite l'utiliser. Saturne confirme qu'il faut la tester. Gorbatchev veut l'utiliser sur Egghead si les résultats sont concluants. Ce que confirme Gandhi en disant que sur mer ou en forêt, ce sera un bon test. Mais par contre, Imu reprend la parole et elle lâche que non. C'est sur Lulusia qu'il faut la tester. Gorbatchev essaie de temporiser les choses et il répond qu'il y a beaucoup de monde sur place. Mais lorsqu'Imu lâche qu'il s'en fout complètement, tous acquiescent. Le jeune Lincoln demande alors quand même pourquoi Lulusia. Et la réponse, elle est simple. C'est parce que c'est juste à côté. Et là, le nom des 5 anciens est alors révélé, mais aussi leur fonction. Saint G. Garcia Saturne, dieu militaire de la défense scientifique. Saint Marcus Mars, dieu militaire de l'environnement. Saint Topman Valkyrie, dieu militaire de la justice. Saint Ethan Baron V. Nazujuro, dieu militaire de la finance. Saint Shepard Jupiter, dieu de l'agriculture. Et leur chef finit par une phrase bien énigmatique. Imu veut Vivi. Alors que le monde est en feu aux alentours, la marine fut déployée pour arrêter les révolutions. Et avec eux, les séraphins. Ce qui a sonné une nouvelle ère de justice. Il y a trop de choses à dire dans ce chapitre, on est totalement d'accord. Et on commence par l'arme de Vegapunk. Alors là, c'est une victoire, parce qu'on l'avait dit, on l'avait rabâché, plein de gens nous avaient dit non c'est pas possible mec, c'est arme antique, ça se voit que c'est arme antique. Et là on a confirmation, ce n'est pas une arme antique, c'est Im-sama qui vient d'utiliser une arme de Vegapunk. Il a fait utiliser sur Lulusia pour la tester, et c'est pas n'importe quelle arme en fait. Pour nous, c'est totalement logique que ce soit l'arme qui change le climat. Ce n'est même pas une arme à la base. Souvenez-vous, Lilith dit clairement que Vegapunk a créé une machine qui permet de changer le climat du sol jusqu'au nuage. Et donc de mettre un bon climat et que les gens vivent bien. En vrai, c'est super agréable et c'est super intéressant comme concept. Sauf que toute technologie peut être transformée en arme. Et pour le coup, au lieu de mettre 25 degrés, si le gouvernement il a un petit peu pipoté les trucs, ils se sont dit « Oh, c'est fou ça !» 500 degrés. 500 petit joueur là, 1000 degrés, et là sur toute la surface, et ben ça détruirait tout, même les rochers en fait seraient balayés par un truc comme ça, ou même pire, si on fait une tempête sans précédent, un orage avec des éclairs tous les 2 mètres, même pas tous les 2 mètres, tous les centimètres, et ben là on se retrouve avec Lulusia, une destruction fatale, une destruction qui fait que personne ne peut en réchapper et personne ne peut gérer ça. Mais Vegapunk a vraiment créé cette arme en fait. Est-ce qu'il l'a créé dans l'optique de faire ça? On l'exclut totalement parce qu'il ne l'aurait jamais présenté au gouvernement si c'était le cas. On sait très bien Vegapunk est pour la paix, mais quelqu'un d'autre pourrait le faire. Vegapunk, mais pas Vegapunk. C'est-à-dire York. York a trahi Vegapunk. Et une phrase était très intrigante. Pourquoi? Quand Vegapunk lui a demandé pourquoi, York lui a dit parce que je veux devenir un dragon céleste. Et bien tout simplement, cette arme est la plus puissante arme actuelle, hors arme antique, parce qu'on ne les connaît pas tellement les armes antiques, du monde. Si York s'est dit « Allô Gorosei, j'ai une arme incroyable, mais je vous la vends, ça peut permettre de faire tout ce que vous voulez, détruire des nations en 2 secondes chrono, il n'y a pas de souci. En échange, moi je veux mon titre de dragon céleste. » Bah ça passe totalement. Même si le Gorosei ment en disant « Bah oui, il n'y a pas de souci, bah, dès qu'ils ont l'arme, ils butent York, c'est pas grave. » Au moins, elle a sa confirmation dans sa tête et ça explique les paroles de York. D'ailleurs, on continue avec l'évocation d'Egghead, puisque là, c'est Saint Saturne qui en parle. Il prépare déjà son voyage pour y aller. Et on va comprendre plus tard qu'effectivement, s'il en parle, c'est pas anodin. C'est lié à son titre, mais voilà, de toute façon, ça va être dit plus tard. Mais surtout, le pire dans tout ça, c'est qu'il prépare son voyage, mais avec une arme, avec cette fameuse arme pour détruire Egghead. Et là, ce serait complètement dingue, ce serait complètement fou. On ne sait même pas quoi y penser, mais on imagine déjà en fait la scène avec un compte à rebours, parce que sans doute que ça prend du temps déjà pour préparer. Il le confirme d'ailleurs dedans. Voilà, ça prend du temps en fait à préparer une arme pareille. On voit déjà un compte à rebours entre la fuite finalement de l'équipage Yonko et
l'arrivée de Saint Saturne pour écraser complètement l'île. Et à la fin, on aurait sans doute la disparition d'un équipage Yonko qui apparaîtrait dans les gros titres. Et ça, ne vous inquiétez pas, parce qu'on va préparer une grosse théorie là-dessus, donc dès que ce sera fait, on vous tiendra informé. Im-sama a réussi l'impossible en l'espace de 2 chapitres. Tout d'abord, il s'est hissé à la place en fait de méchant absolu de One Piece, mais dans le sens où ses pouvoirs ont l'air terrifiants. N'oublions pas qu'Im-sama a blessé Sabo, donc ça veut dire qu'il y a un peu de haki dans tout ça, ou au moins un truc qui ressemble au haki, ou un truc qui permet de toucher les fruits du démon, les utilisateurs de fruits du démon, de façon très violente. D'ailleurs, rappelez-vous, Barbe Noire utilisait les pouvoirs des ténèbres pour toucher. Il disait très bien que c'était pas du haki, mais que c'était les ténèbres qui permettaient de saisir le véritable corps des utilisateurs de fruits du démon. C'est peut-être la même chose pour Mu ici, pour Im-sama. Et la deuxième chose que Im-sama a réussi, c'est de montrer que c'était un enfant gâté. Un enfant gâté. Moi je veux ça. Moi je veux ça. Et moi je veux ça aussi. Non, moi c'est ça. Là tout de suite. Un enfant gâté qui veut juste des trucs tout de suite. Le nom des 5 doyens, là, c'est confirmé, c'est bien en lien avec les planètes. Par contre, il y a un petit truc à noter quand même, c'est qu'ils sont considérés comme des dieux. Et là, ça aussi, c'est pas anodin, parce que tout simplement, ils sont à la tête des dragons célestes. Donc pour être à la tête des dragons célestes, il faut quand même avoir un titre assez intéressant. Et donc là, tout simplement, ce sont des dieux. Il y a quelque chose qui nous choque, c'est que normalement, les dieux sont censés être les fondateurs de ce monde. Donc là, pour nous, ça peut signifier tout simplement que les 5 doyens sont là depuis très très longtemps, qu'ils sont là depuis il y a au moins 800 ans, et que c'est eux finalement qui ont créé le gouvernement comme on le connaît actuellement. C'est peut-être 5 des 19 rois qui sont restés sur Marie-Joie. Et d'une façon ou d'une autre, ils ont pu cacher leur immortalité, même si ça semble bizarre. Moi, on l'a vu aussi, il y a, dans la mini-stories de Vegapunk, enfin des Germains, on a vu que les 5 doyens, il y a des années de cela, alors que Vegapunk était beaucoup plus jeune, les 5 doyens, ils avaient la même forme, la même moustache. On voyait leur ombre, mais ils avaient tout de commun. Donc on se demande, vous inquiétez pas, ça aussi on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais ce qui est intéressant également, c'est le titre de guerrier. Ce sont tous des guerriers, c'est confirmé, ce sont des politiciens, mais aussi des guerriers. Donc ils savent se battre, ils vont se battre sans doute, peut-être que ce ne sont pas les plus forts, hein, peu importe, les débats de puissance, c'est comme ça, c'est pas un truc qui nous intéresse le plus. Mais là, regardez, ils ont des cicatrices sur leur corps. Alors 2 solutions, soit il faut vraiment être un guerrier accompli pour devenir un membre du Gorosei, ou alors ces blessures datent du siècle oublié, s'ils viennent vraiment du siècle oublié. Mais encore une fois, ça se verrait s'ils étaient immortels. Ce sont des personnes qui sont au front, les politiciens que tout le monde connaît dans One Piece. Ce sont des dieux guerriers, mais aussi des ministres, tout simplement. Ils ont des rôles un peu comme nos ministres à nous. Là, Saturne, c'est le dieu guerrier de la défense scientifique. Et ça explique tout simplement pourquoi est-ce qu'il est parti sur Egghead. Voilà, il touche à tout ce qui est scientifique, tout ce qui est technologie, etc. C'est totalement logique du coup. Saint Marcus Mars, c'est le dieu guerrier de l'environnement. Alors là, on se demande, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il préserve l'environnement? Est-ce que ça veut dire qu'il gère en fait le bon traitement de l'environnement quand les dragons célestes prélèvent la taxe céleste? Non, c'est assez bizarre dans la sémantique. Est-ce qu'il gère aussi les stocks, l'utilisation de la nourriture? Est-ce que c'est pour ça qu'il a une tête plus dépitée que les autres? C'est assez particulier, on aimerait bien voir qu'est-ce que ça donne un peu plus par la suite. Mais par contre, Mars, c'est bien une planète, et niveau environnement, c'est pas top. Donc à un certain moment, je sais pas trop où on va aller avec ça. C'est peut-être lui qui gère un peu toute l'atmosphère qu'il y a à Marie-Joie pour que les dragons célestes se sentent bien en sécurité, qu'ils respirent l'air pur de Marie-Joie. C'est peut-être ça. C'est pas con en vrai, c'est pas con. Peut-être qu'il gère l'air pur. Et donc ce truc anodin qu'Oda a introduit dans One Piece, le fait que les dragons célestes ont une bulle pour respirer l'air qui vient de Marie-Joie, en fait, qui stocke dans leur dos, ça donnerait un truc en plus. Peut-être que l'air sur le monde entier est une sorte de poison, et ils le savent très bien, et alors que celui de Marie-Joie, c'est celui qui est le plus entretenu. Ah, ça pourrait être intéressant comme concept, vraiment intéressant. Saint Topman Walker, il s'occupe de la justice. Donc là, on ne sait pas trop parce que il y a plus Agnès Lobby. Ouais, après la justice existe toujours, mais... Oui, c'est vrai, mais il aura peut-être plus de choses encore justement à gérer depuis que Agnès Lobby est plus là. Possible. Mais en tout cas, Walker, ça fait penser à Mercure, et là, c'est une planète aussi. Saint Ethan Baron V. Nasojuro, oui, j'ai dû regarder pour bien le prononcer. Et c'est un personnage qui est vraiment difficile à analyser et vraiment très intéressant. D'ailleurs, on a toute une théorie sur lui qui va sortir ce dimanche, mais pas que. Vous savez, nous, quand on fait des théories, c'est un package de 5 théories. On adore ça parce que je trouve que ça couvre un petit peu les choses et tout le monde y trouve son compte. C'est plutôt cool. Et là, pour le coup, le mec, il est ministre des Finances. Dieu guerrier des Finances. Ah, moi, je sais pas. Moi, je pense qu'il a pas beaucoup de travail. Alors aujourd'hui, on va piquer un peu plus à Loulousia. Oui, non, la taxe céleste, on va la monter un peu. Je vois pas pourquoi ils payent pas 90% de leurs bénéfices. C'est pas normal. Alors,
Je vois pas trop pourquoi, mais après il y a la gestion, il y a l'acheminement, il y a énormément de choses, je peux comprendre que son rôle est très important. Et c'est celui qui a en fait une épée, une Meito, sans doute la première des Meito, le premier Kitetsu, donc à un certain moment il est très intéressant. Et le V, c'est sans doute pour Vénus, la planète Vénus. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais en même temps, je m'attendais à avoir une fille. Je me disais éventuellement, enfin, vous savez, il n'y a pas de fille là-dedans, en tout cas pas dans les 5 doyens. Mais ça aurait été intéressant. Vénus, on l'associe à Aphrodite, on l'associe forcément à une fille. Peut-être que Oda le considère juste comme très beau. Tu l'as vu, toi? Les goûts d'Oda ne sont pas les goûts de tout le monde. Ouais, c'est vrai, pardon, excusez-moi. Pas de jugement. Gandhi restera Gandhi à vie. Et enfin, le jeune, eh bien, c'est Saint Chefred Jupiter. Donc là, lui, il s'occupe de l'agriculture et nous, ça nous étonne parce que du coup, on aurait pensé que c'est lui qui aurait été le plus atteint du fait que les denrées auraient été complètement détruites. Mais finalement, non. Pourquoi pas. On aurait d'ailleurs pensé aussi que c'est lui qui aurait géré un peu tout ce qui est environnement, mais s'ils ont bien séparé les deux, on ne sait pas trop pourquoi. Qu'est-ce qu'il gère, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on verra peut-être plus tard. En tout cas, il n'a pas l'air atteint. Mais ça nous fait penser à quelque chose, et ce sera dans la théorie de dimanche. Il est possible qu'il trahisse Sim-sama d'une façon ou d'une autre, qu'il essaie de prendre le pouvoir. Mais ça, on en parlera dimanche, tout simplement. Mais ce qui est très important, c'est que comme tout le monde a un nom de planète, ça fait carrément penser aux armes antiques. Et encore une fois, c'est une validation de théorie, c'est sûr, c'était sûr, ce sont sans doute des armes antiques, ils contrôlent des choses, ils sont surpuissants ces mecs-là. Pour le coup, on pense que tout le monde y a pensé, donc c'est une théorie qui est bien, mais qui est commune à tout le monde, donc on ne va pas se jeter des fleurs. On vous dit félicitations si vous y avez pensé également. Et on a déjà développé ça très bien dans la théorie qui s'affiche en haut à droite si on n'a pas oublié de la mettre. Petite information supplémentaire que le Gorosei lâche, c'est qu'ils vont pouvoir mettre fin à des conflits qui sont de longue date. Ok, il y a des conflits dans le monde de One Piece, on le sait, mais c'est pas forcément des conflits qui sont liés directement avec le gouvernement mondial. C'est surtout avec ceux qui sont en dehors du gouvernement. Là, par exemple, ils vont pouvoir attaquer les révolutionnaires, même si nous on pense que ce sera un peu plus difficile. Mais ce qu'ils vont faire, c'est sceller le destin d'une île qui les échappe depuis tellement longtemps. C'est le pays des Wa. T'envoies ça sur le pays des Wa, Momo il va arriver dans le ciel, il va dire « Oh mon Dieu, il n'y a pas de nuage à tirer là, qu'est-ce que je fais moi ?» Et il va pas y arriver. En fait, ils peuvent détruire le pays des Wa et ça peut être une énorme catastrophe qui arriverait juste après Egghead. Si Luffy n'arrive pas à arrêter la machine, eh ben, la machine peut aller directement au pays des Wa qui n'est pas très loin. Et donc, faire un énorme strike. Si Egghead n'arrive pas à arrêter la machine, le prochain, c'est Wano. Autre phrase bien intrigante, eh bien, c'est Imu qui lâche « Imu veut Vivi ». Là, pour nous, il y a deux solutions. Donc, soit Imu cherche une femme à aimer, tout simplement. Donc, on suppose du coup que Imu est un homme. Ce qui nous paraît bizarre qu'en 800 ans, il n'ait pas trouvé chaussure à son pied. Voilà. Donc là, cette théorie, on la met de côté, on n'y pense pas du tout. Mais par contre, la deuxième solution, eh bien, ce serait tout simplement que Imu doit changer de corps pour rester immortel. Donc ça, on avait déjà un peu développé, mais on fera d'autres théories un peu plus approfondies. Mais là, peut-être que tout simplement, il aurait voulu avoir Lily à l'époque, il n'a pas pu avoir, et donc là, il jette son dévolu sur Vivi pour récupérer son corps et pouvoir rester immortel à tout jamais. On avait fait cette théorie la semaine... Non, il y a 2 mois de cela, je crois. On va essayer de l'afficher aussi. Et c'est exactement comme pour Orochimaru dans Naruto, si vous connaissez. Franchement, on nous a dit ça dans le live et c'est vrai que ça colle plutôt pas mal. On voit légèrement Akainu et ça fait quand même plaisir, même si maintenant il est plutôt relégué au rang de bureaucrate. Ça, c'est assez triste, surtout pour lui, je pense, mais ça fait quand même plaisir de le voir. Et le gros de cette fin de partie, en fait, c'est l'apparition de personnes très intéressantes. La marine s'est dispersée dans le monde entier pour arrêter les révolutions. Et pour aider à arrêter les révolutions, ils ont déployé qui? Les séraphins. Et on voit 3 séraphins qu'on attendait avec impatience. Le séraphin Doflamingo, le séraphin Moria et le meilleur d'entre tous, le séraphin Crocodile. Il y a beaucoup de choses à dire sur eux. Franchement, il y a beaucoup de choses à dire. On va quand même simplifier parce que la review, il y a énormément de choses à l'intérieur. On va pas passer 40 minutes. Si ça arrive 40 minutes, ben désolé. Le premier, Doflamingo, eh bien, il est plutôt cool. Ok, il correspond plutôt pas mal. Ok, il a piqué la veste à garde, mais il a les lunettes et la démarche, elle ressemble énormément. Enfin, en vrai, Doflamingo, quand il est arrivé pour la réunion de Shichibukai la première fois, ça nous fait plaisir en fait de voir ça. C'est plutôt cool. Le parallèle, il est là, il est incroyable. Pour Moria, eh bien, ça ressemble effectivement à une version jeune de lui, mais par contre, il n'a pas les coutures sur la tête et on ne voit pas non plus les flammes qu'il y a derrière lui normalement. Pourquoi? On ne sait pas trop. Et enfin, Crocodile, le bébé Crocodile, en fait, il a l'air totalement déprimé. On sait qu'ils ont leur personnalité, mais là, pourquoi être déprimé? Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Est-ce que Crocodile, quand il était petit, il y avait un truc qui allait pas du tout? Mais il y a 2 choses qui sont à noter. La première, c'est la cicatrice qu'il a sur son nez qui est toujours là. C'est fou ça. On l'a cloné à partir d'un ADN, de son ADN, l'ADN de Crocodile.
Pourquoi est-ce que les cicatrices sont toujours là? Les cicatrices ne sont pas stockées dans l'ADN. Pourquoi avoir gardé ça? Est-ce que Oda avait peur qu'on ne le reconnaisse pas? C'est assez particulier. On aurait tous supposé, on aurait fait des théories comme d'habitude, où un jour il aurait mis juste bébé, enfin Séraphin Crocodile et on aurait été S-Croco, on aurait été très content. Mais là non, c'est pas ce qu'il a fait. C'est comme si qu'en fait Vegapunk a pas créé, il manque quelque chose, bouge pas, hein, ça va pas faire mal. Hein. T'as vu, ça fait pas mal. Deuxième chose, c'est que certaines personnes nous disent qu'il a un côté féminin. Ouais, il a un côté féminin, mais en même temps, on peut pas trop juger, on voit pas grand chose. Il faudra attendre ses autres apparitions. Peut-être que Crocodile était une femme quand il était plus jeune, et Ivankov l'a changé, mais on n'a aucune confirmation là-dessus. On a aussi une petite supposition, c'est que Crocodile, effectivement, il a un petit côté féminin. Mais le truc le plus étonnant, c'est qu'il a aussi des yeux en forme d'étoile. Et d'ailleurs, qui d'autre a des yeux en étoile parmi les séraphins? Et il n'y a que Boa Hancock, qui est également une femme. Donc là, peut-être que c'est lié au sexe, évidemment. Peut-être que c'est vraiment ça. C'est fou ça. Franchement, je n'avais pas remarqué. Bravo. Hein. Je viens de le remarquer à l'instant, donc... Mais c'est vraiment excellent. À partir de ce petit truc, peut-être qu'Oda nous a donné un énorme indice. Mais c'est fou. En tout cas, moi, j'ai pas fait attention si les autres avaient des yeux en étoile, mais j'ai rien vu dans ce style-là. Pour moi, il y a que Boa Hancock. Je crois pas. Je crois que c'est vraiment bébé Boa Hancock. D'ailleurs, on va investiguer ça et théorie, hein. Il y aura beaucoup de théories. Et enfin, il faut parler quand même du fruit du démon qu'il pourrait avoir ce bébé, ce S-Croco. Ce serait le sirop-fruit. On ne peut pas cloner les Logia, mais les Paraméciens on peut. Donc, ce serait génial de prendre le sirop-fruit. Monsieur 3, en fait, il a été déjà, Mr. Fruit, il a été enfermé à Impel Down. Donc, on peut reprendre son fruit tranquillement. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et on peut l'utiliser. Moi, je trouve ça génial de penser à ça. Et d'ailleurs, c'est un membre du Baroque Work. Ça colle parfaitement. Le flashback prend fin, Sabo raconte son arrivée à Lulusia, le fait que le roi Semi s'est fait avoir sur place. Mais comme lui il était un clandestin, il a été accueilli comme un héros. Et la nouvelle de son soi-disant meurtre du roi Cobra a été connue de tous. Et Sabo n'a pas dit la vérité, laissant la révolution monter. Il a juste pris avec lui les volontaires. Mais eux par contre, ils ont vu leur nation se faire exterminer. Sabo décrit les faits, l'ombre immense qui couvre le ciel, puis le tir qu'il a vu de ses propres yeux. Il ne sait même pas si c'était vivant ou si c'était un phénomène naturel. En tout cas, Dragon lui-même en est choqué. Mais Ivankov prend alors la parole et lâche une chose bien étrange. Ce Imu, ça correspond à un ancien souverain, le premier de la lignée Nerona qui fut l'un des 20 fondateurs. Et il enchaîne avec une théorie qu'il vient de lire. Dans ce monde, il est possible de rendre quelqu'un immortel. Et bien ça, ce serait la preuve que quelqu'un l'ait fait. Sabo adhère complètement à cette théorie. Et Ivankov continue en disant que pour lui, ce n'est pas une coïncidence, mais c'est bien plus. Si les 5 doyens lui ont prêté allégeance, c'est qu'il doit être considéré comme un dieu. Et là, il va pète à nouveau un câble et lâche que l'arme, ça doit être une création de Vegapunk. Dragon réplique que ce n'est pas le genre de Vegapunk, alors que Ivankov prend peur et il se dit que c'est peut-être une arme antique. Imu venant du siècle oublié, absolument tout collerait. De son côté, Dragon aussi est terrifié, et Robin leur avait bien dit que ces armes existaient bien. Mais personne ne comprend pourquoi est-ce qu'il les aurait utilisées que maintenant. Sabo est très étonnant, il n'est pas comme ses deux frères. Il a réussi à survivre à tout ça, c'est sûr, mais en arrivant à Lulusia, au lieu de dire la vérité, il a préféré mentir pour entretenir la flamme de la liberté, de la libération, de la révolution. Et Dragon, on voit son visage quand Sabo dit ça, et Dragon n'a pas l'air si content que ça. Il y a la bulle en fait qui montre qu'il n'est pas vraiment content. Est-ce que ça présage que Sabo va devenir quelqu'un de pas si gentil que ça pour le monde entier? En croyant bien faire, à force de mentir, il va ressembler de plus en plus au Dragon Céleste, en essayant de mentir pour imposer la révolution, pour imposer le changement. Après tout, c'est peut-être ça, l'origine du gouvernement mondial. Mentir pour le moindre mal. Et sauf que ça s'est détourné petit à petit. Et Dragon, lui, veut éviter ça et donc ne pas faire de mensonges. Les volontaires de Lulusia, on les revoit, ça apporte pas grand chose, mais ça fait quand même plaisir de les revoir. C'est comme le système de communication que Sabo a mis en place. En vrai, c'est deux escargophones qui se font face, qui sont à Lulusia. Il appelle le premier escargophone, le deuxième est en communication avec les révolutionnaires. Mais en soi, c'est pas tellement intéressant de le montrer parce que le gouvernement va savoir que Sabo est dans les alentours, mais Sabo ne pouvait pas savoir que le gouvernement pouvait l'attaquer facilement. Et surtout avec une arme pareille. Non, là pour moi, le problème c'est que le gouvernement sait très bien maintenant que Dragon est sur Quedetrave. Et donc, pourquoi pas envoyer cette arme sur Quedetrave? C'est comme si on avait donné vraiment une confirmation de la localisation. Pourquoi ne pas faire ça? Et d'ailleurs, ils le disent clairement dans le chapitre qu'il y a une communication qui vient de Lulusia vers Quedetrave, vers les révolutionnaires. Il y a peut-être un petit souci avec cette arme, c'est que cette arme est dans les airs et
c'est caché dans un nuage. Peut-être que Dragon, comme on a vu qu'il utilisait les vents, peut pousser ce nuage et donc en fait l'empêcher de faire tomber son rayon. Ce sera intéressant, pourquoi pas. Le fait d'être témoin de la destruction de cette île, et bien forcément, c'est une tristesse. C'est un événement marquant, choquant, traumatisant, j'ai envie de dire. Et Dragon, même s'il n'était pas là, eh bien, il partage cette peine. C'est vraiment un très très bon leader. Et Ivankov qui joue au théoricien One Piece. Clairement, c'est ça là. Elle débarque, elle dit « Moi, je trouve que ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Moi, j'ai lu un livre il y a pas longtemps. En fait, c'était il y a 2 minutes. Le seul livre qui traînait dans la pièce. Hein. » C'est bizarre, ça. Exactement. Trop bizarre. Et je l'ai feuilleté. Je suis tombé sur la page où il y avait les dieux de ce monde, en fait, les créateurs de ce monde. J'ai refeuilleté. Je suis tombé sur un truc, un article qui disait « On peut devenir immortel en mangeant 3 fruits et légumes par jour. » Et j'ai mis tout ça en relation. C'est fou. C'est fou, je n'ai pas d'autre chose à dire. Mais par contre, elle met très bien en relation les choses et ça c'est génial. Je pense qu'Oda veut faire avancer très vite les choses. Ivankov dit clairement qu'Imu pourrait être immortel et vient d'il y a 800 ans de cela. Et il dévoile même son nom. Et ce nom, c'est Nerona, la famille fondatrice. Et Nerona, ça fait tout simplement penser à Néron qui, dans un accès de folie, a brûlé tout son pays. Tout Rome, en vrai, tout Rome. Enfin, pas tout son pays, le pays était plus grand, toute la ville. Là, le mec, honnêtement, il était vraiment pas commode. Et d'ailleurs, Nerona, c'est aussi une référence à noir en italien, ce qui pourrait montrer tout simplement la noirceur de cette lignée. Il y a tant de choses à dire sur cette lignée, mais on va le dire dans une théorie. Vraiment, beaucoup de choses à dire. Mais Ivankov continue sur l'immortalité. Comme on l'a dit juste avant, elle feuillette un livre et elle montre, tiens, quelque chose. Mais c'est quoi ce quelque chose? C'est sans doute le Hopeope-no-Mi. Elle montre juste que le Hopeope-no-Mi peut rendre quelqu'un immortel dans ce monde. Elle l'explique à Sabo, elle le dit, c'est un mythe, personne l'a vérifié selon elle, mais du coup, peut-être que ce personnage vient de le vérifier, Im-sama. Elle met tout en relation, c'est très intéressant. Mais pourquoi ne pas dire le Hopeope-no-Mi? Pourquoi ça? Est-ce que ce n'est pas le Hopeope-no-Mi? Est-ce que c'est une autre chose en fait qui est réellement intéressante? Est-ce qu'il y a une autre façon de devenir immortel et qui a été prouvée cette fois-ci? Nous on pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Oda a l'air de nous aiguiller sur quelque chose qui est sans doute faux. Et enfin, Ivankov devine l'arme qui a détruit Lulusia. Il dit clairement, c'est une arme de Vegapunk. Ça, c'est complètement fou. Mais comment tu peux penser à ça d'un coup comme ça? Ok, la technologie, c'est que Vegapunk qui a la main dessus, absolument, voilà. C'est le grand génie, oui, pourquoi pas. Mais à ce point, en fait, Ivankov, c'est la goth, si vous voulez, peu importe, de ce chapitre. Mais c'est un niveau incroyable en théorie One Piece. C'est des théories One Piece dans théorie One Piece. Oda était obligé de faire ça tellement les gens font des théories One Piece. Mais ça colle tellement bien. Malheureusement, Dragon ne pense pas la même chose et l'aiguille sur quelque chose qui est faux. Donc sur les armes antiques. Et là aussi, on a un problème. C'est que Dragon, il lâche clairement que Robin lui a parlé des armes antiques. Ok, elle était dans les révolutionnaires. Ok, Dragon, en fait, sans doute, il est un peu au courant des poneglyphes. Mais Robin qui parle de ça, moi je trouve ça extrêmement choquant. Et encore une fois, on dit que le problème de l'équipage de Mugiwara, c'est le manque de communication. C'est important la communication, mais partout, pas que dans One Piece, pas que dans cet équipage, c'est vraiment important partout. Alors, donc laissez plein de commentaires. Voilà, oui, d'ailleurs, pourquoi pas. Retour à Marie-Joie. Après les événements, d'autres actes ont eu lieu. Les hommes poissons ont pu partir tranquillement. Et celui qui les a aidés a subi un châtiment. Il a été exécuté au sein de la Terre Sainte. Et celui qui a rendu le jugement, ce n'est nul autre que l'ancien roi de God Valley. Le seul et unique Saint Figarland Garling. C'est l'actuel chef des Cavaliers Célestes. Et là, c'est la fin du chapitre. C'est clairement un chapitre monumental. Il n'y a pas juste une info, il n'y a pas 2 infos, il n'y a pas 3 infos importantes, il y en a plus de 4. À chaque page, il y avait un truc où tu étais... Oh, mais il y avait un souci. Je pense que ce chapitre, Oda, il s'est dit la pause, c'est le moment, c'est le moment. Il a tout donné et là, il est en PLS. Il n'a pas d'opération des yeux, moi, je vous le dis. En tout cas, cette entrée en scène, hyper badass, c'est super cool. Cet homme, avec la capillarité d'un croissant de lune, j'aurais jamais cru que j'aurais autant apprécié. Ce gars... Ouais, moi j'avoue, c'est improbable. Et c'est ça One Piece, c'est improbable. Et il est rendu hyper cool dès le début. Du fait que ce soit lui qui soit capable de juger des dragons célestes, donc c'est un dragon céleste qui est supérieur, on va en parler. Son nom, c'est Figarland. Ça envoie du lourd. Ça veut dire que c'est un membre de la famille de Shanks. Je vous le jure, c'est quelque chose qui peut pas être inventé, ça. Et ça justifie totalement. Là, c'est une confirmation de la part d'Oda, et ça justifie pourquoi Shanks pleurait quand Roger est venu de la dernière île. Roger avait l'ensemble de l'histoire oubliée quand il est arrivé, et il a dû dire un mot à Shanks, comme quoi...
ta famille pas bonne. Désolé mon fils. Heureusement que je t'ai adopté, hein. Bon, en vrai, ça change rien, ça confirme tout. Et ça, c'est cool. Petite parenthèse. 19 familles se sont installées sur Marie-Joise et au bout de 800 ans, eh ben, pour garder la lignée pure, ça fait un taux de consanguinité de près de 99%. On l'a calculé, on l'a vraiment calculé. C'est vraiment près de 99%. Ce qui donne que Shanks, ben, il est un peu consanguin et pas qu'un peu. Donc étonnamment, on nous a toujours dit que ça donnait des trucs horribles, mais il faut croire que dans certains cas, dans One Piece en tout cas, c'est pas le cas. On vous encourage absolument pas à faire ça, c'est horrible. Cet homme, en plus d'être un Figarland et un dragon céleste, c'est quand même l'ancien roi de God Valley. Oui, c'est l'ancien roi de God Valley. Depuis le temps qu'on attend un peu plus d'informations sur God Valley, et bah là peut-être qu'on aura un peu de chance. Bon, on n'a même pas eu de flashback. Le truc, c'est qu'on donne des informations qui donnent encore plus de mystère à la chose. C'est fou, cette accumulation. Qui aurait pu croire qu'il y avait un roi à God Valley? Pas moi en tout cas. C'était des dragons célestes, donc en ce moment, on ne pouvait pas se dire qu'il y avait un roi parmi eux. Mais si, en fait. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont voulu s'installer sur une île et mettre un roi pour protéger tous ces dragons célestes. Donc un roi assez puissant justement pour pouvoir les protéger des attaques des pirates ou autres. C'est quand même incroyable, je trouve. Et du coup, ils ont choisi Figarland. C'est-à-dire que ce mec-là, c'est pas n'importe quoi. Il n'est pas faible. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il n'est pas faible. D'ailleurs, en tant que roi, il devait être présent lors de l'attaque de Shebeck. Il devait être là pour protéger sa population. Et tout s'éclaire. Est-ce que vous vous rendez compte? La première rencontre entre Barbe Blanche et Shanks, Barbe Blanche dit clairement « Ton visage me réveille de vieilles blessures, de vieilles cicatrices ». On est passé par plusieurs phases. Au début, on pensait que c'était Roger parce que Shanks était dans l'équipage de Roger, ce qui semblait totalement logique. Deuxième phase, on a cru que c'était Shebeck parce qu'on s'est dit peut-être que Shanks est le descendant de Shebeck. Troisième phase, on s'est dit que c'était un dragon céleste. Bon, là, on savait pas trop pourquoi il disait ça. On est revenu sur Roger. Et enfin, quatrième phase, eh ben, ce serait Figarland. Ce serait ce mec-là. C'est soit le père, soit le grand-père, soit l'oncle, soit un membre de la famille, en tout cas, de Shanks. Et sans doute, quand cet homme était jeune, il ressemblait énormément à Shanks. Ou Shanks lui ressemble énormément aujourd'hui. Et il s'est battu contre Barbe Blanche sur cette île. Peu importe la puissance de Roger et de Garp à l'époque, quand tu as Big Mom en face, Kaido, Shiki, Barbe Blanche, Shebeck et d'autres personnes avec des noms incroyables, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux pas faire grand chose, même si tu as Silver Riley avec toi, c'est compliqué. Alors que si on rajoute d'autres personnes, des dragons célestes qui étaient potentiellement très forts, et ben là ça colle tellement et ça donne l'information qu'on demande. Par contre, ça n'explique pas pourquoi est-ce que Shanks finalement s'est retrouvé dans ce coffre. Pourquoi est-ce qu'il ne serait pas parti récupérer le membre de sa famille, son fils ou autre? Enfin, voilà. Pourquoi est-ce que il l'aurait abandonné? Est-ce que quelqu'un l'a pris, l'a mis dans le coffre et l'a laissé partir? S'il croyait que son fils était mort, en fait, ce descendant était mort, et donc il s'est pas soucié de ça jusqu'au jour où il a vu dans les journaux « Oh putain, la vie de recherche me ressemble quand j'étais jeune ». Et donc là, il s'est dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Mais ça éclaire énormément de choses également. À Marineford, quand Shanks est débarqué, pourquoi la marine n'a même pas essayé de lever la main sur lui? Est-ce que c'est parce que c'était un Yonko? Ou alors parce que c'est un dragon céleste et tout le monde le sait dans la marine? Tout le monde sait que c'est un Figarland. Bah, on peut pas lever la main sur lui. Est-ce que c'est ça la vérité derrière Shanks? Est-ce que le personnage est construit avec des couches successives qu'on va découvrir petit à petit, qui va changer toute notre vision du manga? De toute façon, dans One Piece, c'est un peu ça. Les pirates sont vus comme des êtres extrêmement méchants. Et pourtant, on a Luffy qui prouve que bah non, pas tous les pirates sont des méchants. Alors pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la même chose finalement du côté des dragons célestes? Pourquoi est-ce que tous les dragons célestes seraient des méchants? Pourquoi il n'y aurait pas Shanks finalement qui serait là pour le prouver? D'ailleurs, il aurait pu retourner à Marie-Joie à un certain moment, mais il ne l'a pas fait. Il y a que 2 dragons célestes qui semblent être gentils. Il y a Miosgard, dont on va parler juste après, et ça, franchement, ça fait mal. Et là, il semblerait que ce soit Shanks également. Ce mec-là, Figarland, qu'on vient d'introduire, qui vient d'être introduit, c'est l'horreur absolue. Le mec, il dit que ceux qui protègent les déchets sont des déchets. Non, il peut pas être gentil. En aucun cas, ce mec serait gentil. Et il y a énormément de théories à faire sur lui qui vont sortir également très très vite. On a trop de théories à vous faire. Trop de théories. D'ailleurs, cette vidéo, elle va faire plus de 40 minutes, je vous le jure, je viens de vérifier, c'est impossible de faire moins de 40 minutes. Garling, c'est quand même le chef des cavaliers divins, c'est vraiment pas rien. Mais nous, on se pose une question, c'est à partir de quel moment il a eu ce rôle? Est-ce que quand il était déjà roi de God Valley, est-ce qu'il était déjà le chef des cavaliers divins, que sur l'île de God Valley, il y avait déjà des cavaliers divins présents, ou alors est-ce que justement, c'est pas suite à God Valley, à l'exploit qu'il aurait fait, qu'il aurait eu cette promotion, il serait devenu le chef des cavaliers divins. Oui, une sorte de héros parmi les dragons célestes, ce serait intéressant. Un co-héros avec Garp, sauf que pour le moment, on ne le sait pas, on ne l'a pas encore expliqué. C'est vraiment génial, en fait, toute cette situation, ça hype de fou. Et dans sa main, il y a une épée. Et là, on se dit que c'est un dragon céleste. C'est un gars qui a l'air d'être un combattant.
Son épée ne doit pas être une épée simple. C'est peut-être une Meito, c'est peut-être une Meito de premier rang. Ce serait incroyable également. Et là, Oda donnerait encore plus d'informations. Si un dragon céleste veut une Meito, il a qu'à lever la main, il y en a 10 qui arrivent dans sa main. Ça, c'est une certitude. Si c'est pas une Meito, franchement, je trouve que ce serait une erreur. On serait un peu déçus. La partie la plus triste de ce chapitre, eh ben, c'est bien Saint Miosgard qui est mort tout simplement, qui a été crucifié. Et là, nous, on est choqués. On est sans voix. C'était quand même si c'est un dragon céleste, ça reste quand même le dragon céleste le plus apprécié de tous les temps. Il faut l'admettre, à chaque fois qu'on l'a vu, même si c'est pas énormément de fois finalement, oui, et ben mine de rien, il était vraiment pas désagréable comme la plupart des dragons célestes. Et là en plus, la violence de la chose, il est crucifié sur le symbole des dragons célestes. C'est vraiment un symbole à pas prendre à la légère. Ouais. C'est un peu comme une mise en garde envers les dragons célestes qui feraient un peu n'importe quoi, qui dévieraient finalement de leur rôle de dragon céleste. D'ailleurs, Doffy aussi avait été crucifié, c'est un petit peu le parallèle, mais lui par les citoyens. Mais Miosgard, il a pas mérité tout ça, il a fait qu'aider les hommes poissons. Ok, à cause de lui, Saint Carlos était abîmé, mais en même temps, c'est pas lui qui a détruit l'ensemble des vivres. Il a pas aidé les révolutionnaires, donc en soi, il mérite absolument pas tout ça. Il y a une référence, et on va finir là-dessus pour la review, où elle est assez costaud, c'est la référence à la Révolution française. Les dragons célestes crient « on n'a plus de pain ». Et c'est une référence aux citoyens qui criaient « on n'a plus de pain, on a faim ». Et Marie-Antoinette a dit « eh ben mangez de la brioche ». Et ben nous, on dit aux dragons célestes, mangez de la brioche. Et voici les petites prédictions pour le chapitre 1087 qui va arriver malheureusement dans 4 semaines. Numéro 1, on retourne sur Egghead. Saturne va dévoiler ses pouvoirs. Numéro 2, la suite du combat Garp-Aokiji a lieu. On vous dit pas qui est le vainqueur, mais nous on le sait déjà. Numéro 3, Vivi a un plan et elle a besoin de Wapol et de Morgan. Numéro 4, Roger est en vie. Oh non, pardon, on blague. Mais on apprend que York a vendu l'arme ultime contre un titre de dragon céleste qui n'arrivera jamais. Numéro 5, on voit enfin le flashback de Kuma, au moins le début. Et enfin, numéro 6, Barbe Noire retourne sur la ruche. Et voilà les accords de One Piece, c'est déjà la fin de cette review. Déjà, tout est relatif. Elle était extrêmement longue, mais on espère que vous avez apprécié. On a vraiment détaillé point par point. On a essayé de bien travailler cette review parce qu'en même temps, c'était un chapitre qui était incroyable. On l'a vraiment apprécié. Ouais. Heureusement, meilleur all-time. Heureusement quand même que tous les chapitres ne sont pas comme ça, sinon One Piece aurait fini trop rapidement, je pense. Là, au moins... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça fait plaisir d'avoir de temps à autre des chapitres incroyables comme ça, mais pas tout le temps. Là, c'est bien. Exactement. Notez le chapitre en commentaire, n'oubliez pas, donnez-nous votre avis sur le format hyper review, c'est-à-dire où on détaille tout. Est-ce que ça vous plaît vraiment? Est-ce qu'à un certain moment, vous dites « Oh, ouais, il y a trop d'informations, est-ce qu'on doit couper en morceaux ?» Dites-nous, nous on écoute toujours. Salut Goldie, ça va? Et à bientôt les Nakama. À bientôt les accords de One Piece.